Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Laurent Vigouroux, je dirige B2Wise France. B2Wise, on est un pure player demand-driven. On est focalisé sur la partie éducation et sur la partie logicielle de demand-driven. On travaille avec plus de 47 entreprises dans le monde entier, dans plus de 20 pays, et au travers de nos 4 bureaux en France, en Angleterre, aux États-Unis et en Afrique du Sud. J'ai une question à vous poser en fait. Qui parmi vous connaît déjà DDMRP? Levez la main. Ouais, c'est chouette. Alors, il y a quand même beaucoup de monde qui connaît DDMRP, donc on va aller un petit peu plus loin dans les concepts. Qui parmi vous connaît le Demand Driven Operating Model, DDOM pour les intimes? Ah, il y a un peu moins de monde, hein. Donc ça, c'est ceux qui sont allés un petit peu plus loin dans le DDMRP. Et on va aller encore un peu plus loin. Qui connaît le Demand Driven Adaptive Entreprise? Ok. Pour tous les autres, hein, vous voyez le chemin qui vous reste à faire. En fait, il y a plein de notions super intéressantes à aller voir au-delà du DDMRP qui permettent de voir la gestion d'une entreprise globale avec cette méthode Demand Driven. Et la dernière question... Et là, je vais vous impliquer un petit peu plus. Qui parmi vous... Alors non, je vais demander à ceux qui ont déjà mis en place un projet Demand Driven, qui ont déjà fait une formation et ou qui se sont certifiés, de se mettre debout. Allez-y, mettez-vous debout. Oui, ceux qui ont déjà fait ça, les formations... Alors, mesdames et messieurs, regardez bien tous ces gens-là. Ils sont au top, en fait, hein. Donc ça, ce sont vos leaders. Alors, je vais vous demander de vous asseoir. Et non, Sonia, ne t'assieds pas, tu vas me rejoindre sur scène. Donc ces gens qui étaient debout, ils ont réussi à avoir des résultats absolument remarquables, comme par exemple réduire ces délais de 66%. Bon, est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas, à voir dans vos business. Je pense que ça peut avoir des impacts intéressants. Donc Sonia, toi qui travailles chez Biomérieux et qui a réussi à obtenir ces résultats extraordinaires, tu fais quoi chez Biomérieux? C'est quoi Biomérieux? Alors bonjour à toutes et à tous et merci de participer à notre présentation. Donc Biomérieux, on vous présente ici une belle machine à café et des dosettes de café. Bien sûr, Biomérieux ne fabrique pas du tout ce type de produit. C'est juste pour donner l'exemple de notre mode de fonctionnement en fait, et de notre business model. Aujourd'hui, nous, chez Biomérieux, on fabrique des instruments donc, qui s'apparentent à cette machine à café et des réactifs qui fonctionnent sur ces instruments. Vos dosettes à café Nespresso ne fonctionnent que sur votre machine Nespresso et votre machine ne fonctionne qu'avec ces dosettes-là et pas d'autres. Et ben nous, c'est la même chose. Nos instruments ne fonctionnent quasiment qu'avec nos réactifs et nos réactifs ne fonctionneront qu'avec nos instruments. Alors maintenant, j'ai beaucoup parlé d'instruments et de réactifs. À quoi ça sert tout ça? Ça sert à faire du diagnostic in vitro. Voilà, vous en savez beaucoup plus maintenant. Donc le diagnostic in vitro, c'est quoi? C'est tout ce qui sert à détecter des pathologies, des maladies, le HIV, les hépatites, des hormones. Et pour les industriels, tout ce qui est salmonelle, listeria, soit dans le domaine du food, de la pharma, de la cosmétique. Alors c'est quoi la taille de Biomérieux? Alors Biomérieux, c'est une entreprise développée à l'international. On est présent dans plus de 150 pays, 2,4 milliards de chiffre d'affaires en 2018, plus de 11 000 collaborateurs partout dans le monde. Et donc une présence très très importante à l'international avec 90% de notre chiffre d'affaires réalisé à l'international. Donc ton périmètre, Sonia, dans cette entreprise qui est très grande, il touche quoi? Alors mon périmètre, c'est la machine à café. Donc toute la partie instruments et pièces détachées, donc toute la partie supply chain amont, qui représente aujourd'hui la moitié des inventaires détenus par Biomérieux, un chiffre d'affaires de 20% pour cette partie équipements et pièces détachées, et environ 15 000 références actives. Donc c'est pareil, de l'ordre de 60% des références actives sont des équipements et des pièces détachées.
20% du chiffre d'affaires, ok, mais si toi tu livres pas tes produits dans les temps, ça a quoi comme impact sur le reste des 80%? Eh ben, c'est comme si vous n'avez pas de machine Nespresso, vous n'allez pas boire de café, donc pas consommer de dosettes. Moi, si je livre pas les instruments, derrière, on n'aura pas de consommation non plus de réactifs et on aura les 80% de chiffre d'affaires qui potentiellement seraient impactés. Donc ta supply chain sur les équipements et les pièces de rechange, tu nous as dit qu'elle était globale, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors aujourd'hui, on est organisé par région. Donc on a 2 centres de distribution, un sur la région américaine, un sur la région Europe. Chacun de ces centres de distribution est alimenté par des produits qui sont fabriqués ou livrés sur ces mêmes régions. Et depuis ces centres de distribution, on relivre nos clients finaux, donc soit des filiales, soit des distributeurs, soit des techniciens qui vont aller faire la maintenance de nos pièces détachées. Il y a un mot qu'on ne comprend pas, FSE, c'est quoi? Ce sont donc les Field Service Engineers, ce sont les personnes qui se déplacent pour aller maintenir la base installée. Donc la base installée, je ne l'ai pas citée tout à l'heure, mais on a un peu plus de 90 000 instruments installés partout dans le monde. Et ces instruments, régulièrement, il faut aller faire de la maintenance. Et donc ce sont ces FSE qui sont consommateurs de pièces détachées et qui vont se déplacer dans le monde entier pour aller réparer et faire la maintenance des instruments. Très bien, donc on a une supply chain qui est globale. Donc maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer quelle était la situation avant de démarrer ce projet Demand Driven? Alors avant de démarrer ce projet, on avait au niveau des équipements une fiabilité de l'information qui était relativement faible, avec une fiabilité des prévisions de l'ordre de 50%, qui était quelque peu... Attends, ça c'est 50%, attends. C'est une fois sur deux, tu gagnais en fait, c'est ça? Alors, je ne sais pas si je gagnais, mais en tout cas, une fois sur deux, j'avais de l'information pertinente à fournir à mon site de fabrication pour qu'il puisse fournir et approvisionner les composants pour produire la demande du client. D'accord. Et donc, ce taux de service qui est bas, qu'est-ce que ça donnait comme difficulté? Alors, avec un tel niveau de fiabilité de prévision, on arrive à des situations soit de surstock, soit à des situations de rupture de stock, puisque forcément, très difficile de prédire ce dont on a besoin. Donc ça, c'est sur la partie équipement. Sur la Ouais. partie pièces de rechange, maintenant, ça donne quoi? Alors sur la partie pièces de rechange, on est sûr de ne pas se tromper, puisqu'on n'a pas de prévision du tout. Donc on travaille juste sur la base d'un safety stock qu'on a calculé sur la base d'historique, et avec des ruptures de stock assez fréquentes et assez communes au niveau de notre distribution. Bon, mais vous ne pouvez pas vivre avec ce type de fonctionnement. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place pour gérer votre supply chain? Donc on avait, et on a toujours des process SNOP en place avec l'ensemble de nos sites de fabrication, mais avec une collaboration qui n'était pas des plus efficaces, puisque très orientée coût de fabrication et pas forcément orientée réponse à la demande. Il faut dire qu'avec une fiabilité de 50%, les sites ne se gênaient pas pour nous dire que, vu le peu de pertinence de notre information, il valait mieux qu'ils se basent sur des budgets plutôt que de se baser sur de la demande et sur de la prévision de vente. Donc, l'impact sur les stocks, c'était quoi? L'impact sur les stocks, c'est de très très nombreux surstocks, beaucoup d'obsolescence, beaucoup de références qui arrivent au niveau de l'obsolescence, et puis de très nombreuses ruptures de stock et de l'insatisfaction client. Bon, ok, une situation plutôt inconfortable initialement. Mais bon, vous n'êtes pas resté dans cette situation. Vous avez bougé, vous avez fait plein de choses pour réparer tout ça. Alors on a fait un peu, je pense, comme tout le monde ici. Hein. Donc on n'est pas resté les bras croisés en se disant peut-être qu'un jour ça ira mieux. On a un petit peu tout essayé. On est sur du recalcul de stock de sécurité dynamique. Dès qu'on a une petite évolution, dès qu'on a des changements dans les tendances, on recalcule systématiquement nos stocks de sécurité. Mais on est toujours dans du a posteriori, donc sans anticipation, ce qui fait qu'on augmente, mais après la rupture. On s'est lancé dans des calculs aussi un petit peu compliqués, de dire on va essayer de créer des niveaux de stock en fonction de la classification ABC, X, Y, Z. Mais c'est pas forcément, on n'a pas forcément non plus les résultats attendus. Et puis on a essayé aussi, comme beaucoup de personnes, de fiabiliser nos prévisions. Donc de gros efforts de fournis pour travailler avec les équipes marketing, les commerciaux, pour obtenir de l'information sur le business à venir et les prévisions des mois à venir.
Mais pareil, on est passé, on a une belle performance, on est passé de 50% à 70% de prévision, de fiabilité de prévision. Pas encore suffisant pour... C'est bien, 70%. C'est mieux que 50, on est d'accord. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et donc, donc, quand vous avez fait votre processus de re-engineering de votre SNOP, derrière, vous avez décidé de démarrer un projet demand-driven. Comment s'est fait cette décision? Donc effectivement, on a fait un gros travail. Merci. De re-engineering de notre supply chain, donc à la fois sur la partie réactif et ensuite sur la partie équipement et pièces détachées. Donc on a commencé à travailler avec Sitwell qui nous a accompagnés tout au long de notre démarche de re-engineering de notre supply chain. Donc c'est le cabinet de conseil C'est le Sitwell, cabinet de conseil Sitwell qui nous a accompagnés. Donc en 2015, on a eu une première démarche de découverte du concept des DMRP via des formations de Demand Driven Planner. Et puis après, on a attendu un petit peu avant d'engager la suite des actions, puisqu'on a quand même travaillé à la robustesse de notre process SNOP avant d'engager cette partie des DMRP. Donc en 2017, en octobre, on a lancé officiellement le projet des DMRP. Donc c'était, on ne va pas l'appeler vraiment projet, mais plus le lancement d'un pilote sous des DMRP. Et en novembre, on a fait le choix d'un outil. On aurait pu partir avec un fichier Excel pour faire nos petits calculs, nos équations de flux dans des fichiers Excel, mais on a choisi de partir avec B2Wise après avoir benchmarké avec d'autres outils. Donc ça a été les premières étapes avant de réellement démarrer notre projet des DMRP. En janvier 2018, on a fait le Go Live sur une gamme, sur un pilote avec notre site de Florence, donc à la fois au niveau fabrication et distribution. Et en octobre 2018, on a finalisé le déploiement avec notre site de fabrication de Florence. Donc au départ, on est parti avec, on va dire, 2 références de produits finis et 600 références de semi-finis et de matières premières. Et on est arrivé à fin 2018 à déployer la totalité du site de Florence. Et donc en 2019 ? Et donc en 2019, l'aventure ne s'arrête pas là. En 2019, on a lancé toute la partie interface entre B2Wise et notre ERP. Donc à la fois les interfaces pour venir charger l'outil et les interfaces aussi descendantes pour venir tourner la partie exécution, on va dire, dans SAP, donc toute la création des commandes. Parce qu'avant, vous le faisiez comment pendant toute la phase de montée en compétences ? Eh ben avant, on prenait tout ce qui venait de B2Wise et on le ressaisissait à la main dans SAP. Donc c'était du manuel sans interface. D'accord, donc ça c'était la phase de pilote, de montée en compétences. Et donc depuis octobre, vous avez une interface ? Donc depuis octobre, on a une interface. Donc ça peut paraître long de se dire on attend 1 an et on fait tout à la main, on saisit toutes nos commandes et on fait tous nos chargements à la main. En même temps, ça a vraiment permis de bien appréhender toutes les données, de bien contrôler toutes nos données et de bien maîtriser toute cette partie. Parce qu'on se rend compte que dès que c'est interfacé, quelque part, on clique un peu sur un bouton et ça se passe tout seul. Et si on n'a pas correctement maîtrisé les choses avant de façon manuelle, ça peut être un peu préjudiciable. Et donc depuis novembre, qu'est-ce qui se passe ? Et depuis novembre, on réapprovisionne notre centre de distribution aux US, depuis la France, en DDMRP. Donc on a fait un go live le 5 novembre. Donc c'est tout frais. Voilà, et ça se passe bien. Donc ça c'est ta supply chain globale. Et donc les premiers buffers en 2018. Donc les premiers buffers en 2018 avec le site de Florence, donc à l'intérieur de l'usine, sur les matières premières, sur des semi-finis. Avec le centre de distribution en Europe sur la partie produits finis. Ensuite, en 2019, donc, ce dont on vient de parler, sur la partie centre de distribution aux US, donc le réapprovisionnement des US depuis la France via des DMRP. Et puis l'aventure ne s'arrête pas là. Je ne sais pas si on l'a ici. Oui, mais on va regarder, parce qu'on va faire un arrêt sur image quand même, parce que le futur, on verra ça plus tard. La situation maintenant, donc, s'est déployée assez largement, et vous avez du retour du retour d'expérience. Quels ont été les résultats qualitatifs ? Alors, au niveau des résultats qualitatifs, on note que maintenant, avec le site de Florence, on a adopté le même langage. Tu parles italien, c'est ça ? Non, toujours pas. J'aimerais bien, mais à part grazie mille, je crois que ça s'arrête là.
Donc on a adopté le même langage qui est le langage DDMRP. Avant, on avait des pratiques un peu différentes d'utilisation du MRP. On avait le site qui pouvait gérer à part dans son fichier et on avait toujours une incompréhension sur ce qu'on obtenait dans notre MRP. Maintenant, avec DDMRP, on parle de buffer, on parle d'ADU, on parle de tous ces concepts de zones d'anticipation, de zones vertes, etc. Tout le monde sait ce qu'il y a derrière et on sait comment c'est calculé. Donc là, sur ce niveau-là, on est vraiment en totale cohérence dans nos discours. Et donc, on se comprend beaucoup mieux, ce qui est pas une mince affaire. On a aussi fait rentrer, on parle du même client, on a fait rentrer le client vraiment dans le site de fabrication. Avant, quand on avait une augmentation de la demande, on ne savait jamais de quelle demande on parlait. Donc ça nous prenait un temps fou pour se dire est-ce que c'est de la demande client, est-ce que c'est de la demande de réapprovisionnement. Aujourd'hui, avec des DMRP, on a une ADU, on sait comment elle est calculée. Donc l'ADU, c'est l'Average Daily Usage, c'est la consommation journalière, on va dire. On sait comment elle est calculée, le site sait comment elle est calculée, nous savons comment elle est calculée. Et le site sait que quand il y a un appel de besoin, une demande, c'est qu'il y a une commande client. Et cette commande client, elle est facilement identifiable et on peut très rapidement leur dire d'où vient cette demande. Donc ça, c'est sur le même client. Et donc le dernier point sur la partie qualitatif. Alors, le dernier point, c'est que DDMRP, ce n'est pas une histoire de supply chain uniquement, ce n'est pas une histoire non plus que de manufacturing. C'est une histoire aussi avec tous les autres services, avec les autres départements, la qualité, les achats. Donc avant, même chose, on avait chacun des services qui avait son propre outil pour gérer ses priorités de libération au niveau des contrôles qualité, pour gérer ses priorités de réception. Maintenant, tout est dans des DMRP. Si on regarde les alertes qui sont dans des DMRP, ça nous donne les priorités de réception, ça nous donne les priorités de libération de qualité, ça nous donne les priorités de fabrication. Nous, ça nous donne nos priorités en termes d'approvisionnement. Et donc, tout le monde travaille avec le même outil, avec le même langage. Bon, ouais, mais le qualitatif, c'est pas le langage des patrons. Hein. Les patrons, ils veulent des chiffres, des résultats quantitatifs. Donc, on va regarder ce que ça donne en termes de quantitatif. Parle-nous du lead time. Là, on en a parlé en introduction, mais 66% de lead time, ça a quoi comme impact sur la partie business ? Alors, je vais vous donner juste deux exemples sur cette partie business. On a eu au démarrage de DDMRP une petite crise à gérer au bout de 3 ou 4 mois de démarrage. Voilà, il n'y a rien de dramatique, je dirais. Il n'y a rien d'alarmant quand on fait un démarrage comme ça. C'est la vraie vie, ça. C'est ça. Voilà. C'est des crises qu'on avait déjà connues auparavant, avant des DMRP, de toute façon. Et comment vous les gériez, ces crises, avant des DMRP, justement ? Alors, ces crises avant des DMRP, c'était des crises qui duraient 6 mois, où on n'avait pas les composants pour fabriquer et pour revenir à une situation normale. Pour vous donner quelques éléments sur la crise, c'est un matin, on est arrivé, on n'arrivait plus à préparer les commandes clients, on n'avait plus suffisamment de stock. Voilà. Donc, dans notre vie précédente, avant des DMRP, il nous fallait 6 mois, puisqu'on a des délais d'appro de composants qui sont relativement longs. Donc, il nous fallait 6 mois pour approvisionner les composants, fabriquer et remettre les produits en stock et livrer nos clients. Là, cette crise, avec des DMRP, en 3 semaines, le site a été capable d'augmenter ses capacités de production, de redonner priorité à ces produits pour lesquels on n'avait plus de stock. Mais en 3 semaines, on relivrait nos commandes clients et on relivrait en fait nos commandes à nos filiales. Et pour le client, ça a été transparent. On n'a eu aucun retour du business sur cette petite crise que nous, on a eu à gérer. Voilà, donc un retour à la normale beaucoup plus rapide que dans les crises précédentes. Donc ça, c'est un impact de la réduction du lead time, permet un impact business direct. C'est pas, le client n'est pas perturbé, en fait. C'est bien ça ? C'est ça. Le client n'a pas été perturbé parce qu'on a eu un petit décalage dans les livraisons, mais ça a été transparent pour le business. Okay. Très bien. D'autres impacts quantitatifs ?
Alors le deuxième exemple, hein, c'est sur un volume qui nous est arrivé là, cette année, en fin d'année, sur un volume d'instruments où on fabrique environ 700 instruments par an. Au mois de septembre, on est venu nous demander de fabriquer 200 instruments supplémentaires à livrer d'ici la fin de l'année. Alors attends, 200 sur 700, ça fait 30% d'augmentation annuelle sur un segment de produits en fait, hein, c'est ça? C'est ça, avec une Ok, information qui nous 30%. est arrivée fin septembre. Ok. Donc là, 30% d'augmentation à faire sur les 3 derniers mois de l'année, ça peut paraître compliqué. Et ben non, en fait, pas du tout. Là, je pense qu'on a les dernières unités qui vont être livrées, qui vont être expédiées cette semaine. Donc on a réussi à livrer cette augmentation de la demande sans avoir aucun problème de mise à disposition de composants, de fabrication et voilà. Donc tout Tranquille. ça, c'est les buffers qui ont encaissé en fait, hein. Exactement. Ouais. Bon, ils doivent quand même être un peu secoués, les buffers, quand même 30% d'augmentation, c'est... Oui, ils sont secoués, mais ils réagissent. Donc les buffers se réajustent automatiquement. Les commandes ont été repassées pour réapprovisionner. Et voilà, ça suit son cours en toute sérénité. Waouh, super. Bon, et le côté client, alors, c'est quoi le service client que vous avez réussi à obtenir? Alors le service client, depuis le total déploiement de la solution DDMRP sur le site de Florence, on est à 100% à peu près enfin pas à peu près, on est à 100% de fiabilité sur la partie équipement, de fiabilité de livraison d'OTIF. On est à 100%, ouais, c'est normal, hein, c'est normal d'être à 100%. Tu dis ça avec un... on s'y habitue en fait. Décontracté. On n'est pas stressé en fait avec des DDMRP, donc oui, on est décontracté, c'est ça. Bon, ok, donc c'est normal, 100% de service client. On est content, ouais. Ouais. On est content, ça se passe bien. Donc ça, c'est sur la partie équipement et côté impact client qui utilise tes équipements. Et sur la partie pièces de rechange? Alors sur la partie pièces de rechange, on n'est pas sur le même niveau de performance. On est à 93% de on time in full, ce qui est plutôt honorable. On a encore quelques points à aller chercher. Mais ce qui est à noter, c'est que quand on est en rupture sur ces pièces détachées, on a un retour à la normale, même chose qu'en période de crise, on a un retour à la normale qui est beaucoup plus rapide. Là où on avait des ruptures qui pouvaient durer encore des mois et des mois, on est maintenant sur des ruptures qui durent 2 semaines. Voilà, donc Donc beaucoup plus réactif en fait. Ouais, beaucoup plus réactif pour répondre à la demande. Donc là, le flux de commandes, d'ordres de fabrication permet d'être beaucoup plus réactif sur cette partie pièces de rechange qui est très volatile en fait, hein. C'est ça la caractéristique de base des pièces de rechange, c'est qu'on a des pics qui arrivent tout le temps. Exactement, on a des pics qui arrivent tout le temps et puis on a des pièces détachées qui sont là et on pense qu'on les utilisera jamais et puis un jour on a 2 interrupteurs à changer et on en avait qu'un et voilà, enfin c'est la récurrence, c'est pas évident d'arriver à trouver une récurrence dans les pannes. Ouais. Et le dernier impact qui est intéressant, c'est quoi? Moins 25% de quoi? Je sais pas, je vais vous laisser deviner. Moins 25% de quoi? Pas d'idée? Donc c'est moins 25% d'inventaire. Donc on a, avec des DMRP, on a réduit très significativement nos niveaux d'inventaire. De moins 25% par rapport à ce qu'on avait en niveau de stock avant des DMRP. Donc moins 25, là aussi c'est normal. Non, c'est bien. D'accord, là c'est pas mal. Alors ce qu'on va voir, c'est concrètement moins 25% de stock, ça veut dire quoi? Et donc tu nous as préparé un cas. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, cet exemple? Alors on a l'exemple ici d'une référence. Je vais juste m'approcher un peu. Vas-y. Voilà. Donc ici en fait on a nos courbes de stock, enfin notre niveau de stock. Et ici c'est notre niveau de buffer, donc c'est le niveau dans lequel on devrait se situer en termes de niveau de stock. Donc on est parti d'un niveau très très haut et petit à petit, donc on n'a pas eu besoin de réapprovisionner sur toute cette partie. Et puis maintenant on voit que le buffer joue son rôle et nous demande de réapprovisionner au fur et à mesure où on arrive dans la zone jaune. Donc il nous a fallu quand même quelques semaines, voire quelques mois pour consommer ce surstock. Je pense que si on était resté avec notre safety stock standard, on aurait continué à réapprovisionner sur la base de notre safety stock qu'on utilise un peu comme un point de commande. Et on serait resté sur un niveau de stock très très élevé et inutile au final.
Et donc sur ce graphe, on voit deux courbes, la courbe bleue et la courbe orange. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, sans trop rentrer dans la technique, hein, bien sûr? C'est pas sympa. Donc la courbe bleue, c'est notre stock disponible. La courbe orange qu'on voit qui lui tourne autour, là, c'est l'équation de flux, c'est la courbe du flux. Donc on calcule en fait, allez, on donne l'équation. Le stock moins la demande qualifiée, donc on va dire la demande client, plus les commandes d'approvisionnement qui sont positionnées. Donc en fait, dans DDMRP, on a une vision de stock physique. On va piloter le stock physique réel qu'on a dans nos entrepôts, et une vision flux. Et cette vision flux permet d'intégrer toute la réappro et les commandes clients qualifiées. Et c'est les commandes pour aujourd'hui, les commandes dans le passé et les pics de commandes qui arrivent dans le futur. Et donc, dans cette équation de flux, on ne prend pas en compte les prévisions. Les prévisions vont permettre de dimensionner la taille du buffer, si on en a besoin. Bon, moins 25% de stock là, sur le périmètre du projet, c'est intéressant. D'autres commentaires là-dessus? Je ne sais pas. Des commentaires pleins. Donc des exemples comme ça, j'en ai plein aussi à vous partager. Hein, si vous voulez en voir d'autres, il n'y a pas de souci. Ce qu'on attend maintenant, c'est le retour de la mise en place du déploiement sur le réapprovisionnement de notre centre de distribution aux US pour voir si on aura les mêmes résultats. On espère avoir même de meilleurs résultats en termes de baisse de stock avec ce réapprovisionnement de notre centre de distribution aux US. Donc on est impatients. J'ai dit que je reviendrai l'année prochaine vous les présenter, mais on ne va pas exagérer. Donc on est tellement content de ces beaux résultats qu'on continue nos déploiements. Donc en 2020, ce qui se passe, c'est qu'on va ouvrir un centre de distribution en Asie-Pacifique. Donc ce centre de distribution sera lui aussi réapprovisionné depuis les deux autres centres de distribution, donc de France et des US, en DDMRP. On continue aussi sur cette petite partie ici. Donc on travaille à une étude d'opportunité pour déployer DDMRP avec un de nos sites de fabrication aux États-Unis. Donc là, on va engager sur cette fin d'année les premières discussions avec le site et puis évaluer sur le premier trimestre de 2020 l'opportunité de démarrer du DDMRP et de le faire rentrer vraiment au niveau de la fabrication, comme on l'a fait avec le site de Florence. Et puis après 2021, on va continuer à investiguer avec les deux autres sites de fabrication qui nous restent, donc un en France et un autre aux États-Unis, voir si on peut continuer ces déploiements, si c'est pertinent de continuer avec eux. Super, donc ça c'est la marche à suivre sur les 2 prochaines années. Et donc les retours d'expérience maintenant, parce que c'est ça qui nous intéresse. Quelles sont les clés de succès pour réussir un projet demand-driven avec les résultats et quantitatifs et qualitatifs aussi impressionnants que celui de Biomérieux? Alors ici, on parle du software, du concept DDMRP, de faire rentrer ce concept au sein de l'entreprise. Vous le voyez dans tous les bouquins, hein, pour ceux qui ont commencé à regarder un peu DDMRP, ça fait partie des prérequis. Mais ce n'est pas que dans les livres. Donc c'est vraiment, faut vraiment faire rentrer ce concept au sein de l'entreprise. Donc nous, on a commencé avec le top management à faire un DD-Bricks. Alors DD-Bricks, grand mystère, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une armée de petits Lego avec lesquels on joue à produire et on joue à livrer des clients. Donc il y a plusieurs tours différents. C'est pas sérieux de jouer au Lego. Eh bien si, c'est très sérieux, parce que ça permet vraiment de comprendre DDMRP et les apports de DDMRP. Donc si vous voulez comprendre facilement ce que DDMRP va vous apporter, va apporter à vos clients, faites réellement ce DD-Bricks et mettez-vous dans la position du client. Donc il y a différents rôles dans ce jeu. Donc il y a le rôle du client, il y a le rôle de l'ordonnanceur, il y a le rôle de l'approvisionneur. Voilà. Mettez-vous dans le rôle du client et vous verrez que quand vous arriverez au round où on fait vraiment du DDMRP, vous serez un client beaucoup plus serein que quand vous étiez un client avec des rounds de MRP. Enfin, moi, j'ai joué ce rôle de client et très honnêtement, sur les premiers tours où on n'est pas en DDMRP, c'est assez stressant de passer des commandes et de les voir arriver dans n'importe quel sens, incomplètes, alors qu'avec des DMRP, on tombe dans un monde beaucoup plus serein. Donc ça, c'est la première brique. Donc ça, c'est la première brique qu'on a fait avec le top management et qu'on continue à décliner et qu'on engage aussi avec nos opérateurs de fabrication sur le site de Florence.
D'accord. Pour vraiment ensuite... imprégner sur toute la chaîne. Voilà. Ah oui, donc tu vas faire jouer aussi les opérateurs, hein, c'est ça? Donc on va faire jouer aussi les opérateurs et on a fait jouer aussi tous les services qui tournent autour de la supply chain, dont on a parlé tout à l'heure, la qualité, les achats, la finance, pour qu'eux aussi soient bien imprégnés de ce concept. Ensuite, ce qu'on a fait pour les équipes projet, pour que vraiment aussi ce concept soit ancré dans chacun, c'est participer, faire du benchmark, donc participer au Demand Driven World, à des conférences. Le software, il ne peut pas venir que des consultants. Sitwell nous a beaucoup aidé pour démarrer et pour engager la démarche. Après, il faut vraiment que l'équipe s'investisse et aille chercher de l'information. Et c'est donc pour ça que c'est toujours très important de faire du benchmark. Donc, j'ai encore été sollicité tout à l'heure, j'en suis ravie. Super. Et donc, le dernier point clé du succès? Il faut avoir les bons sponsors. Donc il faut des sponsors. Nous, on a eu un sponsor au niveau manufacturing, on avait un sponsor aussi au niveau supply chain. Et puis les meilleurs sponsors au final, c'est les utilisateurs. Mais il faut vraiment que malgré les obstacles qu'on rencontre, parce que notre déploiement, je l'ai dit tout à l'heure, on a eu à faire face à une crise où on n'arrivait plus à livrer nos clients. Il faut vraiment que les sponsors soient convaincus, soient forts et continuent à pousser et arrivent à casser quelques idées reçues et des bonnes vieilles pratiques de je ne gère mon site de production que par le niveau de MSC ou on va dire le coût de revient du produit. Donc voilà, le sponsorship est vraiment critique. Donc là, ça c'est la première clé de succès, le software, donc le mode de pensée. Il y a d'autres clés de succès que tu veux bien nous partager. C'est quoi la deuxième? Alors la deuxième, c'est pareil, hein, c'est écrit dans tous les livres. Il faut gérer correctement le change management. Après, dans la vraie vie, on sait comment ça se passe. On va acquérir les techniques, on va trouver un outil. Et puis derrière, voilà, le change, on pense que ça va se faire un peu tout seul. Et en fait non, ça marche pas comme ça se fait pas tout seul. Donc le premier niveau de change qu'on a fait, c'était via des formations. Donc on a formé toute l'équipe à DDP, donc Demand Driven Planner. Je vais appeler ça le premier niveau de formation. Je ne sais pas si c'est juste. Parfait. Et puis, pour ceux qui avaient déjà fait DDP, on est passé à l'étape du dessus. On a fait cette année des formations Demand Driven Leader. Et on va continuer encore à former nos équipes l'année prochaine sur ces deux sujets. Combien de personnes sont passées sur ces formations certifiantes? Alors, sur le DDL, on est 5 pour l'instant. Et sur la partie DDP, on est à peu près une trentaine, entre le site de Florence et la partie centre distribution ou supply chain. Ok, super. Les autres points clés sur le change management? Alors les autres points clés, c'est l'équipe qui va gérer ce projet. C'est ni un projet supply, ni un projet manufacturing, c'est un projet d'entreprise. Et on le voit aujourd'hui, nous, avec le site de Florence, où en fait, demain, on va faire une étude d'opportunité pour déployer des DMRP à Saint-Louis. Et le directeur du site de Florence va venir avec nous, nous accompagner dans cette démarche. Saint-Louis, c'est aux US. Hein. Oui, excusez-moi. C'est Saint-Louis. Voilà, donc c'est une équipe étendue, élargie. C'est pas avec d'autres fonctions, les achats, la qualité, les RH, parce qu'il peut y avoir des changements de positionnement, des changements de responsabilité liés à des DMRP. Donc la bonne gouvernance, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu mets derrière la bonne gouvernance? Alors, ce que je mets derrière la bonne gouvernance, c'est quelqu'un qui va être capable de réfréner les ardeurs, on va dire. Des DMRP, ça ouvre plein de possibilités. On va avoir plein d'idées pour le mettre en place un peu partout. Sauf qu'à un moment donné, on ne fait pas du demi des DMRP. Donc moi, on m'a proposé à un moment donné de faire du DDMRP avec nos fournisseurs externes, juste en mettant un buffer sur notre centre de distribution, mais sans rentrer vraiment dans la démarche avec le fournisseur. Et ça, non. Bon, ça c'est une bonne idée, mais non, en fait, vous n'avez pas pris. En fait, non, on n'a pas pris parce que c'est pas du vrai DDMRP. Si on veut faire du DDMRP, on va jusqu'au bout avec nos fournisseurs. Donc voilà, il faut que la gouvernance soit là aussi pour bien garder les choses sur les rails et continuer à adhérer à ce concept des DMRP. Et sur la partie rôle et responsabilité, qu'est-ce qui a changé?
Alors sur la partie rôle et responsabilité, on a, avec le déploiement là, de notre réapprovisionnement du site du centre de distribution des US, on a revu complètement les rôles et responsabilités dans l'équipe. Donc on a fait un travail collégial, on a défini différents types de scénarios qui pouvaient exister avec les rôles et responsabilités de chacun. Et on a travaillé avec le site, avec le centre de distribution des US pour valider ces nouveaux rôles et responsabilités. Ce qui change aujourd'hui sur cette partie des DMRP, c'est que toute la partie approvisionnement est centralisée au niveau de mon équipe, alors qu'avant, il y en avait une partie décentralisée aux US. Ce qui change, c'est le rôle, on va dire, des personnes qui sont à la réception, qui doivent aussi gérer leurs priorités. Donc tout ça, c'est à définir avec eux. Et si on veut les embarquer, faut le faire avec eux. Il ne faut pas que ce soit subi, mais il faut vraiment que ce soit fait de manière concertée, comme on l'a fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce rôle de ta supply chain centrale là, qui va administrer les 2 centres de distribution ? Donc on a une équipe de planificateurs qui aujourd'hui s'occupait principalement de la relation avec nos sites de fabrication et de l'approvisionnement du centre de distribution en Europe. Et aujourd'hui, on a complètement repris la main sur l'approvisionnement aussi du centre de distribution des US. Parce qu'en fait, tout est... on a des rôles d'inventory manager, de gestionnaire des stocks, et ils ont besoin d'avoir la vision des buffers sur l'ensemble des centres de distribution. Une même référence qui va être livrée aux US, approvisionnée en France. C'est cet inventory manager qui est responsable du buffer et d'évaluer les impacts sur chacun des niveaux. Donc c'est pour ça qu'on a tout centralisé. Alors dans certaines entreprises, ces inventory managers changent de nom et on les appelle des flow managers, des buffer managers. Donc il y a des nouveaux noms comme ça qui sortent, qui ne sont pas dans le lexique de l'APEC. C'est pas ça. Donc il faut réinventer notre métier avec ces nouveaux noms, ces nouvelles responsabilités et cette vision qui est du centre de distribution, de l'usine jusqu'aux matières premières, parce qu'ils peuvent avoir la vision complète de leur flux, de leur niveau de stock au travers d'écrans très, très clairs en fait. Demain, l'idée, c'est ça, c'est vraiment de leur donner la vision complète de leur flux. Donc, on a on va dire un planeur qui s'occupe d'une référence, va vraiment avoir en charge le dimensionnement des buffers tout au long de la chaîne de distribution. On n'est plus à dire, moi, je m'occupe de la France, il y en a un autre qui s'occupe des US et un autre qui va s'occuper de l'Asie-Pacifique. Non, c'est vraiment une personne responsable d'une référence sur tout le flux. En transversal. Tout à fait. Bien, Hilda, la dernière clé du succès, c'est quoi ? Alors la dernière clé du succès, c'est des DMRP tout seul, lui-même, qui est à lui tout seul une belle clé de succès. Donc on a un outil dédié, on en a déjà parlé, c'est très visuel. Donc on a un code couleur qui est assez simple à comprendre. Donc quand on est dans le bleu, on a un petit problème de surstock. Le jaune, faut bouger un peu. Le vert, tout va bien. Et le rouge, c'est la crise. Donc ce code couleur permet vraiment de se focaliser sur les priorités. Aujourd'hui, quand on analyse notre MRP une fois par semaine, on passe 3 heures à analyser toutes les lignes pour arriver à en sortir peut-être 5 priorités. Avec des DMRP, c'est 1 heure par semaine pour passer toutes les commandes et définir quelles sont les priorités d'approvisionnement et quelles sont les références sur lesquelles on doit passer du temps et mener des actions particulières. Et là, en termes d'efficacité, comment ça se passe ? Je pense qu'on peut laisser une de mes collaboratrices en parler, non ? Oui, on va voir ça. Alors, hop, je clique en régie. Le fonctionnement, il est très très simple avec son code couleur jaune, rouge, vert. Je l'ai dit à l'envers, c'est pas grave. Le code couleur qui est proposé permet une bonne compréhension et un gain de temps significatif dans le lancement des commandes et le traitement des tâches quotidiennes. En gros, vert, tout va bien, jaune, ça m'alerte, et rouge, il faut que je me dépêche. Donc, quand la suite ? Très intuitif et très simple d'accès. La gestion des priorités est très facilitée avec cet outil. Donc juste pour vous donner quand même quelques informations, donc cette personne est chez Biomérieux depuis plus de 10 ans sur un rôle d'approvisionneur de produits finis.
Et on l'a formé en DDMRP à l'outil en une journée pour lui faire découvrir un peu quels étaient les concepts de DDMRP, lui faire découvrir B2Wise, le fonctionnement. Et donc elle a démarré sur DDMRP depuis le 5 novembre, au moment du go live du déploiement du réapprovisionnement de notre centre de distribution aux US. Et elle nous dit, mais quand est-ce qu'on fait le flux inverse? Parce que c'est elle qui est en charge aussi du flux retour entre les US et la France, mais via MRP. Et elle nous dit, mais j'en peux plus. Quand est-ce qu'on passe sur des DMRP? Donc ça fait qu'un mois qu'elle est sur l'outil, qu'elle découvre. Plus de 10 ans d'ancienneté avec de la méthode MRP, mais voilà, elle nous pousse pour que ça avance encore plus vite. Et alors, je voulais mettre un point d'attention, c'est que on peut former très rapidement une fois que DDMRP est bien installé, bien établi. Dans la phase pilote, là, ça demande quand même beaucoup de change management, et tu l'as bien dit tout à l'heure. Il faut de la formation en profondeur. Il faut faire ces formations DDP, DDL qui durent 2 jours pour bien comprendre la méthode. Ouais, et donc elle n'a pas fait ses formations DDP, mais c'est prévu au programme l'année prochaine. On lui a fait une formation accélérée pour démarrer, mais l'année prochaine, elle n'y coupera pas. Elle aura ses 3 jours de formation DDP. Alors, c'est quoi les nouvelles opportunités? C'est quoi l'étape suivante? Alors, comme je l'ai précisé dans la roadmap, on continue à étendre le scope de la mise en place avec le RDC ASPAC, avec les autres sites de fabrication de Biomérieux. Et puis, on a cette petite brique DD SNOP qui nous manque un petit peu aujourd'hui. On a toujours notre SNOP en place avec le site de Florence. Mais on a une partie DD SNOP qui devient une réelle nécessité. On a toute la partie life cycle management, donc évolution des références, comment on gère dans des DMRP les références qui vont avoir une croissance de l'ordre de 20-25% l'année prochaine. Donc là, on essaye de faire des choses, on essaye de modifier les ADU, de mettre des zones d'anticipation, etc. Mais aujourd'hui, on n'a rien de vraiment construit. On n'a rien de bien organisé. Il nous manque une réelle gouvernance autour de tout ça pour travailler en réelle collaboration avec le site de fabrication. Aujourd'hui, c'est un peu fait nous de notre côté, supply chain. Le site de Florence fait aussi des choses de son côté. Du coup, on est impacté par ce qu'ils ont modifié. Eux sont impactés par ce qu'on modifie, mais on n'a pas une réelle collaboration autour de tout ça. Et c'est vraiment cette brique-là sur laquelle on doit s'atteler pour début 2020. Très bien, donc ça c'est le prochain challenge là qui arrive. Et ce schéma, c'est le schéma du Demand-Driven Adaptive Entreprise, où on intègre des mailles opérationnelles sur le court terme, des mailles tactiques avec le DD SNOP, et puis une maille stratégique avec l'Adaptive SNOP. Bien. Est-ce que tu as des éléments en plus à nous dire? Non. Tout va bien. Tout va bien. Alors, juste pour faire un point sur la méthode Demand-Driven dans le monde, ce qui se passe, c'est qu'elle est en pleine accélération. Elle est en pleine accélération et on le voit au travers du nombre de personnes qui sont formées au Demand-Driven, alors au travers des formations DDL, DDP. Une nouvelle, c'est que l'APIX, au travers de la nouvelle association ASCM, Association for Supply Chain Management, l'APIX valide le Demand-Driven et s'est associé au Demand-Driven Institute pour dire ben oui, ça c'est l'avenir, ça c'est la suite du MRP. Et donc on va très vite voir l'accélération de cette méthode grâce à l'APIX. On voit aussi une explosion directe de tous les instructeurs Demand-Driven dans le monde entier. Et puis, on voit aussi une explosion du nombre de logiciels qui sont aujourd'hui disponibles et validés compliant avec cette approche DDMRP, DDSNOP, DDOM. Vous avez dans le Supply Chain Event 5 exposants qui proposent un module DDMRP dans leur solution. Donc clairement, on voit l'explosion et c'est la preuve que, allez-y, quoi, tout simplement, les résultats sont assez impressionnants et il y a une vraie tendance de fond. Bien, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Je tenais à remercier Sonia. Donc on peut l'applaudir peut-être. Merci beaucoup Sonia. On peut applaudir Laurent aussi. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, vous avez parlé du site de Florence. Comment est-ce que vous avez choisi votre pilote?
Alors, on a choisi notre pilote en prenant sur le site de Florence les 2 gammes les plus impactantes, enfin les 2 plus grosses gammes fabriquées par le site de Florence. Donc on a choisi 2 produits finis qui représentent, on va dire, 80% du volume qui est fabriqué par le site de Florence, avec toutes les pièces détachées, les matières premières et les semi-finis, les produits semi-finis associés. On n'est pas parti sur un petit produit sans impact, ou une gamme de produits sans impact, parce que si on veut voir des résultats, il faut partir sur des gammes qui ont un lourd impact sur notre business. Donc voilà comment on a fait le. Donc 2 produits finis et tous les composants associés aussi. Donc tous les composants associés, toutes les matières premières, tous les semi-finis. Et on était à peu près à 600 références pour notre pilote dans des DMRP, dans B2Wise. Ok. Eh bien, il me reste à vous remercier pour cette présentation éclairante, même si j'ai bien compris qu'elle ne remplace pas une bonne session de Lego Ça aide, avec son top management ou avec les opérateurs. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.